Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau Brain Up. Aujourd'hui, on va traiter une question majeure pour tout le secteur de la logistique. Comment faire de la hausse des coûts de transport une opportunité pour décarboner? Donc, j'ai commencé par me présenter, hein. Je suis Arnaud de Moissac, je suis le CEO de DC Brain et puis j'ai le plaisir d'être le médiateur aujourd'hui. Et pour tenter de répondre à cette question, on a le grand plaisir d'accueillir trois intervenants aujourd'hui qui sont très complémentaires entre eux. On va commencer par Thomas Larieux, qui est le CEO de Ply. Bonjour Thomas. Bonjour, bonjour à tous. Donc Thomas, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, Thomas Larieux, je suis le directeur général de Apply, et Apply, une compagnie qu'on a créée il y a 5-6 ans maintenant. Super, merci beaucoup Thomas. J'ai également Steven Lotru. Donc bonjour Steven. Bonjour. Donc vous êtes directeur des opérations réseau chez Chronopost. Est-ce que vous Oui, pouvez vous c'est bien présenter ça. un peu plus? Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis en charge de toute la partie réseau de transport, tout l'acheminement chez Chronopost depuis 4 ans maintenant, après une première expérience en logistique e-commerce. Super, merci beaucoup Steven. Et puis pour finir, on a ce coup-ci pas un industriel, mais quelqu'un que tout le monde connaît bien, c'est Pierre Lupoglazov. Donc Pierre, vous êtes le chef de projet du programme EVE, donc programme que tout le monde connaît bien, je pense, dans le secteur. Bonjour Pierre. Est-ce que Bonjour. vous pouvez vous présenter un peu plus? Oui, Pierre Lipoglazov, je travaille à l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique, et je suis chef de projet du programme EVE, programme C2E EVE, dédié aux professionnels du transport routier, aux chargeurs et aux commissionnaires de transport. Très bien, merci beaucoup Pierre. Euh, je vais maintenant vous présenter la plateforme, hein. Le but, c'est qu'on interagisse au maximum tous ensemble, entre les intervenants et puis vous tous qui nous suivez. Il y a pas mal de monde aujourd'hui, ça fait très plaisir. On va commencer par, je vais vous présenter voilà, quelques slides sur la plateforme en elle-même. Donc je vois que certains d'entre vous ont déjà commencé à utiliser le chat, hein. Je pense qu'on commence à avoir quelques habitués. Donc c'est très simple, hein, vous avez un onglet chat sur votre interface. N'hésitez pas déjà à commencer par dire bonjour à tous, hein, ça va vous permettre de commencer à interagir avec le chat et puis à discuter. Vous avez également l'onglet questions, donc important, hein, l'onglet questions sert à poser des questions et le chat à discuter. Souvent, on retrouve des questions dans le chat. Le gros intérêt d'utiliser l'onglet questions, c'est que vous pouvez également voter sur les questions des autres et les faire remonter pour qu'on puisse sélectionner prioriser les questions entre elles. Donc, n'utilisez pas à vraiment interagir et utiliser l'onglet questions pour ça. Et puis, troisième onglet, l'onglet sondage. On va, pendant les interventions de chacun, lancer des sondages en rapport avec l'intervention, ce qui nous permettra de partager un retour commun sur ces différents sujets. Voilà, je pense qu'on a fait le tour et on va maintenant passer à la revue de presse. Donc, en fait, il y a eu beaucoup de presse ces derniers temps sur les coûts du transport, sur l'impact énergétique du transport. Je pense que ça a commencé par le président de la République qui, en septembre, a dit quelque chose qui est assez commun dans les bouches des gens de la logistique et de la supply, c'est qu'on est en train de passer à une économie de la pénurie, hein, fin de l'abondance. Donc, c'est côté supply, ça fait un moment qu'on s'en est rendu compte. Une presse très riche sur ces sujets, à commencer par Bruno Le Maire qui a fait donc le 13 octobre, qui s'est introduit avec la Fédération professionnelle sur les conséquences de la crise énergétique et de la pénurie de carburant. Les chiffres qu'il annonçait, hein, c'est qu'au T4 2022, ces hausses vont causer une baisse de 10% de la production industrielle en France. Ça a un impact vraiment très conséquent et qu'on peut déjà mesurer. Et bien sûr, ça c'est juste pour la crise énergétique. À ça est venue s'ajouter la pénurie de carburant qui a vraiment fait mal à tout le secteur. Donc c'est en train de se stabiliser, mais c'est sans doute que les prémices d'une tension sur le carburant et sur les prix du carburant. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce brain up
avait été pensé en amont du blocage des raffineries. Et ce qu'on a vu, c'est que ce qu'on avait préparé pour ce brain-up, en fait, c'est pas allé en s'améliorant. Voilà, donc ça a également permis de montrer que les tensions sur le carburant qui impactent les chauffeurs routiers au quotidien, ça a permis en fait à tous les particuliers de se rendre compte de l'impact que ça peut avoir. Il y a également de nombreux témoignages et des débats. Donc c'est quelque chose que le Midi Libre nous rapporte dans un article du 19 octobre sur une sorte de ras-le-bol du transport routier sur tous ces sujets-là. Et quelque chose qui remontait assez souvent, c'est que on sait tous qu'il y a déjà une difficulté à recruter, à garder en fait les personnes, autant les chauffeurs que d'autres postes dans le transport routier. Ça, plus la crise du carburant, c'est selon le Midi Libre et selon ce qui a été reporté, ça vient ternir encore davantage l'image de la logistique. Ça a également fait augmenter les coûts de main-d'œuvre. On parle de doubler les coûts de main-d'œuvre. Et donc, on va pas forcément traiter cette partie aujourd'hui, puisqu'on a un brain-up qui est prévu le 24 novembre sur la question des ressources humaines et du staffing sur toute la profession du transport, qui est vraiment quelque chose de critique aujourd'hui, tant pour les transporteurs que pour les chargeurs qui du coup se mettent à manquer de capacité de transport. Euh, Enfin, peut-être un dernier article qui est paru dans la Tribune le 21 octobre, qui va rejoindre ce que Pierre, je pense, va nous expliquer tout à l'heure. Cet article rappelle que le secteur de la logistique est responsable de 11% des émissions de CO2, donc c'est des chiffres que vous connaissez bien, hein, qui sont souvent publiés, enfin régulièrement, pardon, publiés par l'ADEME. Donc je pourrais continuer là-dessus, mais j'imagine que Pierre va en parler tout à l'heure. Ce qui est également intéressant à avoir en tête, c'est que d'ici 2023, les entreprises de plus de 250 salariés auront l'obligation d'effectuer un bilan en matière de développement durable, conformément aux normes européennes. Donc, on voit que d'un côté, les contraintes arrivent d'un point de vue économique, mais les contraintes législatives commencent également à arriver, ce qui est sans doute une bonne nouvelle pour l'impact carbone du secteur, ce qui, on pense, peut être une belle opportunité à condition de s'en saisir comme ça, parce que c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas forcément très simple à gérer pour tous les acteurs et les parties prenantes de ce secteur. Finalement, ce dont on se rend compte quand on prépare le sujet, c'est que pour décarboner rapidement, évidemment, il faut aller vers la sobriété, mais il faut déjà passer par l'optimisation. L'optimisation, c'est faire plus avec moins, et on se rend compte également que être capable de mesurer, d'avoir des données sur le sujet, bref, tout le côté digitalisation, numérisation, est un enabler extrêmement puissant pour aller vers cette décarbonation. Et je pense qu'on va également en parler lors de ce brain-up, et on va commencer d'ailleurs à parler données transport avec Apply. Voilà, Thomas, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Arnaud pour cette introduction. J'ai l'honneur et le plaisir de commencer à parler en premier, et je vais me focaliser de mon côté sur ce que fait Apply et les données qu'on récupère. Justement, c'est toujours intéressant quand même d'avoir de la donnée de marché qui arrive et qui remonte pour prendre des décisions. Une petite introduction sur Apply, c'est une entreprise aujourd'hui qui a 6 ans, qu'on a créée. C'est une entreprise qui apporte des services technologiques aux acteurs de la supply chain. On a deux principaux services, et je vais en utiliser un aujourd'hui pour vous apporter cette information. Un service de benchmark et un service de pricing aussi pour les transporteurs, pour les aider à définir automatiquement des stratégies de prix. Et en fait, ce premier service de benchmark nous permet de collecter des données de transport, de factures directement. On est connecté à de nombreux TMS et les chargeurs nous envoient, de nombreux chargeurs en Europe nous envoient des données de prix de transport routier, aérien, maritime. Ici, je vais me focaliser uniquement sur le transport routier pour vous présenter typiquement ce graphique. Ce graphique, je vais passer un peu de temps dessus, car c'est le résultat d'un indice qui est très macroéconomique. On a des indices un peu plus précis par la suite, mais celui-ci, c'est un indice du prix de transport en camion complet. Donc, on est en FTL en Europe. Donc là, c'est une pondération entre différents pays européens avec une analyse trimestre par trimestre. C'est une analyse que nous faisons donc tous les trimestres avec deux partenaires qui sont l'IRU, International Road Union,
et Transport Intelligence, qui est un cabinet en Angleterre. Et en fait, on publie ce graphique et ces données qui montrent, voilà, sur le dernier trimestre, une hausse de 19,6% si on regarde sur une année entière, donc d'un trimestre à l'autre, de Q2 2021 à Q3 2021 à Q3 2022. Donc on a quasiment 20% de hausse de prix sur un camion complet en Europe. Ceci inclut le gasoil, bien sûr, qui a un impact, mais on remarque quand même que l'impact gasoil a été très important sur ce début d'année, depuis entre avril, mai. Et si on regarde les chiffres, certains pays ont augmenté, d'autres ont baissé. Et depuis avril-mai, finalement, on a un prix du gasoil qui évolue, mais qui est assez stable, alors que les prix du transport routier continuent très clairement à augmenter. Et là, on a une analyse d'un trimestre à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est après d'aller plus dans le détail. Et voilà, pardon. Dans le détail, où on va regarder d'un pays à un autre les différentes évolutions, inbound, outbound, même au sein d'un pays. Et ce que je vous propose, c'est de passer de la vision trimestrielle à une vision mensuelle sur la France directement, avec en plus une analyse spot versus contractuelle. Parce que bien sûr, là vous voyez des chiffres qui sont assez haut niveau derrière. Un camion complet versus du partiel, ce n'est pas la même chose. Du réfrigéré par rapport à du camion de la marchandise générale, on va dire, ce n'est pas exactement les mêmes prix, mais on a une tendance globale qui nous permet finalement qui permet aux décideurs, aux acheteurs, aux vendeurs également du monde du transport d'utiliser ces informations pour comprendre exactement ce qui se passe sur le marché. Là, si on regarde l'évolution du prix spot et contractuel, nous voyons que avant les années Covid, avant les années 2020 et puis début 2021, nous avions une évolution du spot et du contractuel où parfois le spot allait plus haut que le contrat, parfois le contrat était passé un peu au-dessus parce qu'on avait un excès de capacité, par exemple, de transport. Ce n'est plus du tout le cas depuis le Covid. Depuis les années Covid, on a un spot qui est en croissance, systématiquement au-dessus du contractuel, et là on voit l'explosion vraiment sur les derniers mois. Et j'ai pris ce dernier mois exactement, qui est le mois de septembre qu'on a bouclé. Le mois d'octobre va arriver, et ce qu'on peut voir sur septembre-octobre, c'est qu'on arrive à un palier sur le prix du transport routier. C'est vrai en France, c'est vrai également en Europe. Ça a beaucoup augmenté. On a un palier. Dans certains pays, ça descend un peu. Mais ce qu'on anticipe du côté de Apply, et là c'est pas moi personnellement, c'est les experts avec qui on travaille, les clients avec qui on discute, c'est une stabilisation des prix, peut-être une baisse à certains moments, mais on va pas avoir une chute comme on a pu le voir dans le transport maritime. Dans le transport maritime, on est passé d'un x3, x4, puis ça a très fortement diminué sur les derniers mois. On n'est pas sur la même dynamique, et finalement c'est mon dernier slide qui va résumer un peu tout ceci, où on commence. Quelles sont les perspectives pour le transport routier de marchandises en Europe? Il faut, pour donner ces perspectives, il faut voir l'Europe d'un point de vue industriel, d'un point de vue consommation globale. Et nous, ce qu'on aime bien regarder, c'est les chiffres qui sont communs, enfin qui sont publics. Les augmentations de PIB. On a une augmentation du PIB. Ce chiffre est à mettre à jour, où en fait la Commission européenne est anticipé de plus 1,5, 1,3% sur 2023. Le FMI vient de publier plus 0,5% sur 2023. On a même certains pays qui vont être en récession technique, c'est-à-dire que l'Allemagne, par exemple, va être à moins 0,3%, l'Italie à moins 0,2%. La France et l'Espagne s'en sortent un peu mieux, plus 0,7 pour la France et plus 1,2 pour l'Espagne, parce qu'ils sont moins impactés finalement par la crise énergétique. Mais tout ça nous montre que le PIB qui ralentit, ça veut dire une demande de transport qui va être plus faible. L'industrie va moins demander, le retail et tous les secteurs vont moins demander, mais on n'est pas non plus sur une chute qui est très importante. Et du fait que la demande va peut-être se stagner pendant un moment, mais reste importante, je vous ai mis le chiffre juste en dessous aussi, qui est la demande, là, à proprement parler, du transport routier de marchandises. Le cabinet de Transport Intelligence anticipe une croissance de plus 3% de cette demande-là par an sur les 4 années à venir. Ça sera plus faible l'année prochaine certainement, mais ça risque de repartir. Pourquoi? Parce que nous sommes quand même dans une industrie où le e-commerce continue de grandir fortement, qu'on a des entreprises
qui sont en train de se relocaliser ou de repositionner leur centre logistique plus proche du consommateur en Europe directement, voire même des usines en Europe de l'Ouest, en Europe du Sud. Et on a cette demande donc qui continue à être importante, qui va ralentir, mais de l'autre côté, on a une offre qui pour le coup est très très contrainte. Je ne vais pas parler beaucoup de ces parties-là. Tout le monde entend parler du ce qu'on appelle le mobility package, du fait de devoir pour un transporteur, pour un chauffeur et même pour la remorque qui est accrochée, revenir à sa base. Donc ça rajoute une contrainte supplémentaire. On a bien sûr une pénurie des chauffeurs et là c'est vraiment euh, on anticipe. Enfin, en 2021, les chiffres c'était 400 000 demandes, enfin jobs de transporteurs qui étaient non pourvus. Donc des propositions de travail qui n'étaient pas pourvues pour les transporteurs routiers. L'Association internationale des transporteurs routiers, l'IRU, anticipe une hausse de plus 40% de ce nombre de postes non pourvus pour l'année 2022 et un chiffre qui va continuer de grandir sur les années, pour les 2023, pardon, et un chiffre qui va continuer d'augmenter sur les années à venir. Donc clairement, on a une demande qui, même si elle va ralentir un peu, reste élevée et risque de continuer à grandir. Enfin, en tout cas, on anticipe plus 3% sur les années à venir, et une offre qui est très contrainte. En économie assez classique, hein, quand on a une forte demande et une offre qui est contrainte, bah, les prix augmentent. Donc c'est pour ça que sur le graphique que je vous ai présenté avant, on anticipe une stagnation des prix parce qu'on est monté très très fort. Une stagnation qui va peut-être avoir lieu sur cette fin d'année, mais qui risque de repartir après à la hausse sur l'année prochaine, voire les années à venir. Par la suite, bon, bien sûr, il y a de nombreux enjeux, et c'est le thème global de ce webinaire, de se dire est-ce que cette hausse de prix, enfin, quel impact peut avoir la transformation digitale et également environnementale. Je laisserai mes collègues juste en parler juste après moi. Et je voulais juste terminer sur un dernier point qui est, on a aussi ce côté récession économique, on a une question sur le redémarrage de l'industrie automobile. L'industrie automobile, on considère que ça représente 20% de la demande de transport routier de marchandises. Le transport de voitures, mais également de toutes les pièces détachées, la production des voitures. Aujourd'hui, depuis le Covid, avec la pénurie des semi-conducteurs, le transport routier, la production automobile de l'industrie automobile est en berne. Si cette production repart dans les mois ou trimestres à venir, ça va rajouter encore plus de pression sur une demande de transport, alors que l'offre est toujours contrainte par la disponibilité des camions, par la disponibilité des chauffeurs et par plein d'autres critères. Donc voilà, je m'arrête ici pour ma partie. C'était pour vous donner quelques statistiques, positionner le débat d'un point de vue hausse de prix. Et maintenant, je laisse la place à mes collègues pour parler des sujets suivants. Merci beaucoup. Alors, on va regarder du côté des sondages. Vu l'augmentation, vu l'augmentation du prix du transport, quelles actions avez-vous mises en place? Donc, ce qu'on voit, hein, optimisation des trajets, optimisation des chargements, réduction des coûts annexes et externalisation du transport. Alors, je suis pas sûr que l'externalisation du transport avec ce qu'on vient de dire sur les pénuries de main-d'œuvre, ça aide beaucoup. Mais en tout cas, ça peut permettre de pallier ponctuellement euh, à des, euh, à des pénuries. Alors, sondage suivant. Ou peut-être Thomas, hein, si vous voulez réagir sur le sondage, faut pas hésiter du tout. Ouais. Et si vous avez des questions aussi également, n'hésitez pas hein, dans l'onglet questions directement. Je peux y répondre soit maintenant, y répondre plus tard, il n'y a pas de problème. Et là, alors je Alors, rebondis juste sur sur ce sondage-là. Quel est l'outil le plus utilisé? En effet, ça me ouais. fait toujours sourire parce que Excel reste aujourd'hui l'outil le plus utilisé. Hein. C'est le SaaS le plus digital le plus utilisé et le restera pendant quelques temps encore, je pense. Ouais. Effectivement, c'est ce qu'on voit de notre côté aussi. Même si ça va pas forcément aider à faire à mettre en place ces solutions du premier sondage. Euh, ok, ça marche. Est-ce qu'on a des questions dans l'onglet questions ou dans le chat? Pas de questions.
en direct. Peut-être, hein, vous en avez parlé, mais quelles sont les perspectives à venir pour les prix du fret routier? Euh, Bah, alors là, qui- c'était un peu ma conclusion, c'est de se dire que ouais, cette fin d'année, on est en train d'observer une baisse des prix, une stagnation des prix. Les renégociations de tarifs, les appels d'offres qu'on voit passer de notre côté, ou en tout cas quand on discute avec nos clients, clairement, il y a des augmentations de tarifs qui sont assez marquées, 5, 6, 7% pour l'année à venir. Il faudra voir comment se comporte le spot dans tout ça. Euh, mhm, mais enfin, voilà, d'un point de vue économique, une forte demande, une offre qui continue d'être contrainte. Tant qu'on n'arrivera pas à ouais, apporter un peu d'air au niveau des transporteurs et de l'offre, bien sûr, beaucoup d'outils digitaux peuvent aider à optimiser, optimisation de réseau, optimisation de tournée, voire même trouver plus de transporteurs avec des bourses de fret digitales ou des solutions un peu plus évoluées comme celle-ci. Mais voilà, factuellement, offre limitée, demande qui ouais. reste importante, normalement, hausse de Et prix. puis et structurellement, on voit pas forcément comment ça va améliorer, sachant qu'en termes de contraintes, hein, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais avec les zones, les ZFE, enfin voilà, ce genre de contraintes territoriales, ça devrait pas aller dans le sens de l'assouplissement ou de l'augmentation de l'offre, à mon avis, sur le marché du transport. Ok, bah en tout cas, merci beaucoup Thomas, et je vous propose de passer à la deuxième partie avec Steven de Chronopost. Merci Arnaud et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, moi j'ai choisi de vous partager un peu un retour d'expérience sur cette année 2022 qui est particulière, qui est un peu difficile à gérer pour nous tous. Et partager avec vous finalement l'impact de la hausse des prix sur une organisation telle que Chronopost, sur la relation avec nos prestataires et sur notre plan de décarbonation. Alors, tout d'abord, je vais commencer par poser quelques chiffres. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la distribution ou du dernier kilomètre chez Chronopost, je vais vous parler uniquement de mon périmètre. Moi, je suis en charge de l'acheminement chez Chronopost. Donc ça représente un maillage de 1800 liaisons routières et de 15 liaisons aériennes qui sillonnent la France tous les jours et toutes les nuits, ce qui nous permet de connecter nos 87 agences et on s'appuie sur 12 hubs de tri qui permettent de concentrer et d'optimiser nos liaisons. Et pour réaliser toutes ces opérations, on travaille avec près de 300 prestataires. Et pour illustrer un peu le contenu de notre réseau, on a à peu près 70% de poids lourds et 30% de VL, donc des petits fourgons 14 mètres cubes. Bon, je vais commencer tout de suite par le sujet qui fâche, l'impact de la hausse des prix. Donc là, c'est plutôt j'ai essayé d'illustrer une décomposition tarifaire d'une liaison longue distance en France, poids lourd, avec une décomposition hors carburant. Donc on voit que là, on est plutôt sur une prestation bien vendue, une marge prestataire qui atteint les 7%. Mais ça, c'était avant. C'était avant tout notre contexte, les évolutions géopolitiques. Et si on rajoute l'impact de l'inflation, on voit qu'on est quand même sur des hausses significatives sur le matériel, sur la maintenance. Donc là, je suis plutôt sur des chiffres du début d'année. Et cette inflation a un impact très fort puisque mathématiquement, on a des marges prestataires qui tendent vers zéro. Donc là, on est dans une situation exceptionnelle. Concrètement, mes partenaires, les prestataires de transport sont venus taper à la porte de Chronopost dès le début d'année pour demander des hausses très importantes, de 4 à 6%. Donc ça nous met dans une situation compliquée puisque en tant que donneur d'ordre, que chargeur, on ne peut pas non plus accepter la totalité de ces hausses. On met en difficulté la rentabilité de l'entreprise. Pour un réseau comme Chronopost, les impacts se chiffrent en millions. Mais de l'autre côté, on a des chefs d'entreprise qui défendent leur intérêt, la performance économique, même la viabilité de leur entreprise. Donc on se doit de trouver un compromis pour tirer tout le monde vers le haut et limiter l'impact de cette hausse de prix. Donc on a mené une énorme campagne sur le premier trimestre pour rationaliser et optimiser nos plans de transport. Donc ça fait vraiment partie de notre ADN, notre quotidien. Mais là, vu l'urgence, il fallait qu'on aille encore plus loin. Donc là, on a choisi de prendre
un objectif, une façon de travailler qui vise finalement à gommer, on le voyait dans le sondage, finalement les coûts annexes, tout ce qui peut venir dégrader la rentabilité des transporteurs. Ça peut être des temps d'attente chauffeurs inutiles, des prestations avec des petits arrangements locaux qui demandent des prestations qui sont non vendues. Tout ce qui est lié aussi à l'allocation de parking pour permettre la disponibilité des véhicules au plus près sur des liaisons qui sont très tendues. Donc voilà, on s'est dit on va travailler là-dessus, on va gommer tous ces irritants pour apporter de la marge à nos prestataires pour limiter la hausse des coûts. Donc c'est quelque chose qu'on a réussi à faire, mais qui était compliqué dans la mise en œuvre. Parce que donc on a fait appel aux experts, aux opérationnels chez nos prestataires, aux experts de mon côté, les ingénieurs conception, les acheteurs, les experts des montages de lignes. On a fait différents brainstorming pour travailler ligne à ligne. On a réussi à gratter quelques dizaines d'euros par liaison, et cumulé, ça fait plusieurs centaines de milliers d'euros d'économie. Mais on s'est aperçu qu'on avait besoin, pour entrer dans un niveau de détail tel que celui-là, et être efficace, il fallait qu'on fasse évoluer nos méthodes de travail, qu'on documente nettement mieux le montage de lignes, les temps de conduite disponibles pour les chauffeurs, que toutes ces informations devaient être mieux partagées. Et donc, on devait faire aussi évoluer nos outils pour que toutes ces réflexions, toutes ces décisions soient plus faciles, avec un peu de cartographie, un peu d'aide à la décision, de visualisation. Donc ça fait partie des sujets qu'on porte maintenant. Il y a une grosse dynamique d'évolution de nos systèmes d'information là, qu'on porte au niveau de Chronopost avec nos prestataires. Donc ça, c'était le premier sujet, l'impact de l'inflation. Je vais maintenant faire le parallèle avec le projet de décarbonation. Tout d'abord sur la distribution, le dernier kilomètre. Chez Chronopost, on a une démarche qui est plutôt mature. Depuis 2018, il y a plus de 1350 tournées qui ont été mises en place avec des véhicules à faible émission, donc des fourgons électriques. Donc ça marche plutôt bien. Et l'objectif d'ici 2025, c'est d'avoir plus d'un colis sur deux livré avec des véhicules à faible émission. Si je fais le parallèle maintenant avec l'acheminement, donc là aussi, on a un objectif qui est ambitieux. Plus de 25% de liaisons éco-responsables à l'horizon 2025 et plus de 55% à l'horizon 2030. Ça, c'est vraiment le cap qu'on s'est fixé. Pour l'instant, on est plutôt bien parti, puisque d'ici la fin de l'année, on devrait avoir à peu près 10% de notre réseau qui sera réalisé avec des véhicules éco-responsables. Notre stratégie, dans un premier temps, on s'appuie sur les biocarburants, les biofuels, type Oléo100, l'XTL. On a pas mal de prestataires qui s'orientent là-dessus, et on les pousse au travers de nos appels d'offres un peu spécifiques à s'orienter là-dessus. Donc ça, c'est plutôt pour les liaisons longue distance. Ensuite, sur les ZFE, les grandes agglomérations, là, on va plutôt essayer de favoriser le gaz, puis le biogaz. Et donc ça, c'est notre réponse immédiate pour décarboner sur du poids lourd. Et on se prépare, on a tout un tas de réflexions autour des poids lourds électriques. Les constructeurs annoncent les premiers véhicules disponibles fin 2023, début 2024. Donc là, on réfléchit comment intégrer des temps de charge dans nos montages de lignes, comment faire évoluer finalement nos infrastructures aussi pour mettre à disposition des bornes peut-être sur notre réseau. Et donc là, on est plutôt sur horizon, enfin, à mon sens, plus de 2025, un vraiment développement de l'électrique sur un réseau d'acheminement. Et on a également, en perspective un peu plus lointaine, horizon 2027-2030, la mise en place de véhicules hydrogène. Et on s'aperçoit avec les différents contacts là qu'on multiplie qu'il faut qu'on s'y prenne d'ores et déjà pour lancer les projets, pour intégrer cette nouvelle façon de consommer du carburant, finalement l'hydrogène vert à horizon 2030. Pour illustrer ce programme, je commencerai par une première réalisation qu'on a menée avec nos prestataires. Donc, comment supprimer le diesel pour tout notre acheminement en Île-de-France. Pour faire simple, l'alimentation, nos agences en Île-de-France, c'est 120 liaisons au départ de hubs, un au nord et un au sud de Paris. Donc, l'idée, c'était de réussir à faire cette transformation de manière assez rapide, massive, tout en gardant une vraie performance économique sur ce réseau, et donc en essayant de gommer tous les surcoûts liés à l'achat de véhicules au gaz. Et puis on est dans un contexte, on a dit, dès qu'on lance à l'appel d'offres en ce moment, on s'expose à des hausses tarifaires. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est optimiser, casser ce réseau historique,
faire des groupements, des lots de liaison pour maximiser le nombre de kilomètres par véhicule, réduire le nombre global de véhicules pour réaliser toutes ces prestations. Et donc ça se fait étape par étape, puisque là, d'ici la fin d'année, on aura déjà réussi à convertir plus de 70% des véhicules diesel en gaz. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit que là aussi, on a du mal à réaliser ce type de transformation à grande échelle, rapidement, facilement. Ça se fait beaucoup en s'appuyant sur l'expertise, sur le savoir-faire humain. Et il faut qu'on fasse évoluer nos systèmes d'information, la visualisation des plans de transport pour que tout ça soit un peu plus simple, un peu plus fluide. Mais c'est une démarche qui est plutôt vertueuse, qu'on va dupliquer de notre côté sur des grandes villes type Lyon ou sur le bassin lyonnais, lillois aussi, où on a pas mal de liaisons. Et ça pose aussi la question de remettre en cause notre infrastructure, typiquement sur notre hub Nord-Île-de-France, qui est le plus récent. On vient d'installer une station gaz directement sur notre terrain pour être en cohérence avec cette dynamique. Deuxième initiative que je voulais mettre en lumière aujourd'hui, c'est la mise en place d'une solution combinée rail-route. Alors c'est quelque chose d'assez spécifique. On avait un besoin client, un acteur de la téléphonie qui voulait concentrer des box en Île-de-France pour pouvoir les descendre chez son prestataire pour du recyclage, du reconditionnement. Une prestation qu'on réalisait donc entre Paris et Montauban avec 3 liaisons au diesel en aller-retour pour à peu près 6000 colis-jours. Et donc, on a réussi à construire une solution via un acheminement ferroviaire entre l'Île-de-France et le Sud-Ouest. Et du coup, l'impact, il est énorme puisqu'on économise plus de 1200 tonnes de CO2 par an et plus de 1500 liaisons finalement par an. Donc ça, c'est plutôt une bonne initiative qu'on aura du mal à dupliquer sur les autres produits Chronopost puisqu'on a des contraintes de délai quand même qui sont beaucoup plus fortes. Mais en tout cas, c'est des choses qui fonctionnent bien au quotidien. Donc pour conclure ma présentation, je voulais revenir sur cette expérience de 2022 où finalement on voit qu'on est dans un contexte économique qui est très compliqué, qui nous met sous contrainte, une pression environnementale qui s'accentue, que ce soit par le biais des consommateurs qui poussent les marques à avancer dans ce sens-là. Donc tout converge finalement pour bousculer toutes nos habitudes, toutes nos méthodes de travail entre chargeurs et transporteurs. Mais il faut y voir pour moi une opportunité justement de faire progresser les méthodes, de faire progresser les systèmes d'information pour nous permettre de nous adapter plus facilement et puis ensemble de trouver des solutions plus durables, que ce soit économiquement ou écologiquement. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Steven. Donc on voit que très concrètement, il y a des solutions qui existent. Alors, je vais pas trop parler parce qu'on a pas mal de questions qui sont arrivées. Donc peut-être qu'on peut les prendre une à une par le nombre de votes. Une question de Luc qui demande comment valoriser financièrement actuellement les transports éco-responsables mis en œuvre. Comment valoriser ? Pour moi, il faut si on se place d'un point de vue prestataire ou transporteur, il faut y voir comme un investissement nécessaire. Ça peut permettre de défendre auprès des banques qui sont un peu frileuses aujourd'hui la nécessité d'investir sur le matériel neuf sur lequel un gros chargeur pourra s'inscrire un peu plus dans la durée. Et je ne sais pas si la question c'est de valoriser financièrement. Je pense que derrière la question, j'interprète, mais c'est Oui. peut-être au-delà des impacts indirects qui sont, comme vous disiez, une demande consommateur de plus en plus forte, une demande de vos propres clients, qu'ils soient internes ou externes, donc business pour le coup, pas consommateur, ou des contraintes légales. Est-ce que pour l'entreprise, il y a une valorisation financière à aller vers ces sujets, vers ces transports éco-responsables? Typiquement, de notre côté, nous avons désormais un budget en tonnes de CO2, un budget carbone que nous suivons, un budget d'exploitation qui tient compte d'investissements nécessaires, une hausse de nos coûts d'exploitation qui sont liés à cette décarbonation.
et on essaie de le valoriser financièrement et en termes de communication, en termes de particules évitées, d'émissions de CO2 évitées, pour justement rassurer et faire en sorte que tout le long de la chaîne logistique, on est bien sur une dynamique plus respectueuse de l'environnement. Hmm. Alors ça va peut-être avec la question suivante, hein, et je pense que Pierre en parlera peut-être tout à l'heure. Le gaz est-il réellement une bonne idée en termes de coût aujourd'hui? Je pense qu'on peut ajouter la question d'après. Les liaisons sont-elles assurées au gaz ou au biogaz? C'est vrai qu'il y a eu pas mal de... L'ADEME notamment a beaucoup poussé vers le biogaz, hein, parce que ça reste une bonne solution de la vie de tous. Mais effectivement, en termes de coût, est-ce que c'est une bonne idée? Difficile de répondre. Disons que Mhm. l'évolution des prix du gaz est vraiment exceptionnelle. On est Ouais. sur du x3 là Ah ouais. sur l'année en cours. Après, moi, je considère qu'on n'a pas forcément le choix. Moi, je réserve le biogaz vraiment sur de la courte distance, notamment, vous voyez, en Île-de-France, on est sur des liaisons qui font moins de 200 km. Donc, on limite le poids du carburant l'impact du carburant sur ce type de liaison. Après, pour moi, il faut sortir du contexte actuel. On est sur une guerre en Europe, sur des prix qui flambent. Il faut s'inscrire pour moi dans la durée. J'ai besoin de faire en sorte que les prestataires commencent déjà à investir sur ce type de matériel. Pour répondre à la seconde question, on n'est pas encore sur une consommation au biogaz à 100%, mais on pousse dans ce sens. Il faut déjà avoir le matériel. Il faut se préparer pour que en 2024-2025, avec les Jeux Olympiques, avec les ZFE, on sait qu'on va avoir une pression là-dessus pour pouvoir prouver qu'on est bien dans une dynamique éco-responsable. Et pour moi, ça commence dès aujourd'hui, puisque vu l'ampleur de la tâche et le nombre de liaisons, en tout cas pour ma partie, à convertir, si j'attends le dernier moment qu'on ait un réseau biogaz, que les prix du gaz soient descendus, je ne serai pas au rendez-vous et on ne va pas respecter le calendrier prévu. Ok, alors peut-être une question de ma part. On parlait tout à l'heure on parlait avec Thomas de données, d'outils. Il y avait un sondage sur quel outil vous utilisez. Vous en avez un peu parlé, mais côté Chronopost, est-ce que pour faire typiquement cette un peu composition multimodale, hein, qui a l'air d'être extrêmement efficace, vous utilisez des données ou des outils particuliers pour le faire? Alors, déjà, on a bien fait évoluer on a un TMS qui est vraiment central pour notre réseau, qui nous permet d'avoir accès à toutes les données avec l'historique. On a couplé à un outil de BI pour justement pouvoir exploiter tout ça. Mais au bout du bout, on en reste quand même à utiliser vraiment Excel. Et c'est là où, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on arrive à trouver des solutions un peu plus simples, un peu plus intuitives, voire ludiques, pour que chacun s'y retrouve et que les idées puissent fuser un peu plus rapidement. Parce que ça reste encore assez laborieux, notamment quand on est avec des exploitants en transport qui sont plutôt confrontés au quotidien de la route et pas forcément à l'aise sur des outils graphiques ou de base de données, quoi. Alors, sur ces côtés et outils et gaz, multimodal, etc., Pierre et Thomas, n'hésitez surtout pas à intervenir. Moi, je peux parler de la partie outils plus que gaz, peut-être, parce que j'ai un peu moins de connaissances là-dessus. Sur la partie outils, le Excel domine toutes les discussions à chaque fois qu'on en parle parce qu'il est universel, que tout le monde sait à peu près l'utiliser et que donc on peut l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on a des outils qui arrivent en ligne avec un UX, donc une expérience utilisateur qui est de plus en plus simple, d'un point de vue TMS, d'un point de vue gestion des prix de transport, anticipation, analyse. Mais je pense qu'il y a vraiment il y a la valeur ajoutée de ces outils va se voir dans les années à venir, dans le sens où sur certains points, on va pas pouvoir mettre du digital partout et des super outils très très beaux partout. Excel va rester important dans les entreprises. Et dans certains points, et peut-être sur la décarbonisation, euh, certains outils comme ça, qui sont beaucoup plus faciles et qui sont ciblés sur un besoin particulier, peuvent être très intéressants pour optimiser une entreprise et piloter une supply. Ok, merci. On a Sur le une... gaz, malheureusement, Ouais. Je peux te donner quelques éclairages, hein. Donc, c'est difficile pour l'ADEME parce que
En fait, si on extrapole plus globalement, et ça a été rappelé précédemment, euh, aucune énergie de transition ou définitive ne se dégage aujourd'hui. On n'a pas, si on avait trouvé la martingale énergétique, on l'aurait mise en place. Tout ça pour dire que il faut un mix énergétique pour réduire notre dépendance au diesel B7. Il faut un mix. Et ce qui a été très bien mis, pas taper un type d'énergie de transition ou plus définitif à un mode de transport, à une problématique de transport. Et ben, quand on regarde la situation, et pour revenir plus spécifiquement gaz-biogaz, le gaz est une énergie non renouvelable, on le sait. Le biogaz est une énergie renouvelable. Sauf que derrière, pour le produire, on a des tensions sur la filière agricole, des conflits d'usage, etc. Donc, idéal pour nous, en termes purement décarbonation, c'est d'aller vers le biogaz. Mais l'ADEME, par exemple, ces dernières années, a encouragé les acteurs à aller vers le gaz et surtout biogaz. Mais la crise ukrainienne, personne ne l'avait anticipé, et on s'est retrouvé avec un effet de ciseau monstrueux. On lance une politique publique très ciblée qui porte ses fruits, et patatras, un effet exogène, une crise énergétique dantesque liée à un conflit international nous met à plat. Voilà, donc c'est difficile cette question, parce qu'aujourd'hui les entreprises sont en questionnement. Elles savent qu'elles doivent se lancer dans la transition énergétique, mais elles n'ont pas la vraie solution tracée. Qu'est-ce qu'on choisit aujourd'hui? On sait juste dire qu'il y aura des énergies de transition pour aller vers des énergies 100% décarbonées demain. Mais il y a des conflits d'usage, il y a une offre qui, de la part des énergéticiens, n'est pas encore là, et il y a des besoins très immédiats. Voilà, je suis désolé, je voulais réduire le champ de la réponse, mais je l'ai en fait ouverte. Arnaud, est-ce que tu aurais pas coupé ton micro par hasard? Pardon, j'avais coupé mon micro. On recommence. Donc une dernière question peut-être, parce que j'aimerais aussi qu'on balaye les sondages. Quelle est la conséquence sur votre marge de cette mise en œuvre de solutions durables? Alors, pour ma part, je ne vais pas commenter les résultats de Chronopost, mais puisqu'on on a d'autres leviers pour préserver notre marge, et on a la chance d'être dans un secteur, la distribution de colis, qui connaît quand même une croissance très forte, hein, ce qui nous aide aussi, qui permet d'amortir aussi les charges fixes. Et on a aussi un autre levier qui est celui de répercuter une grande partie de ces coûts-là sur nos clients. Et c'est ce qu'on constate tous, hein, la hausse des coûts du transport, on l'a évoqué tout à l'heure. On le fait à notre manière. Donc. Et le but, c'est tout l'enjeu, c'est aussi ce projet qui est intéressant, hein, c'est de faire face à une hausse des coûts, de garantir le succès de cette transformation énergétique, tout en gagnant sur tous les tableaux, c'est-à-dire en préservant nos marges. Donc pour l'instant, je dirais qu'on tient le cap pour justement absorber et éviter de dégrader notre résultat, quoi. Donc c'est possible et ça marche, qui est un très très bon message. Peut-être les sondages rapidement. Donc quel pourcentage, quelle source de coût de transport a connu la plus grosse augmentation tarifaire selon vous, pardon? Donc numéro 1 à 48% salaire chauffeur, numéro 2 à 22% amortissement matériel, puis viennent frais structure, et puis des choses comme entretien, pneus, assurance, autoroute, impôts et taxes est à 0% pour le coup. Donc on revient sur le sujet pénurie de ressources humaines avant presque même la pénurie matérielle. Donc le sondage suivant, c'était quel pourcentage d'acheminement éco-responsable à faible émission avez-vous réalisé en 2022?
Donc massivement, on est entre 0 et 10%, à 64%. Et puis, plus de 20% arrive quand même en deuxième position à 21%. Donc on voit que ce n'est pas négligeable quand même, hein. Néanmoins, je pense qu'on va en parler juste après. Il y a également des sujets de couverture territoriale et énergétique. On ne peut pas tout faire aujourd'hui avec de l'énergie propre. Je vous propose du coup de repasser maintenant à la partie de l'ADEME. Pierre, je vais vous laisser la main. Merci Arnaud, bonjour à tous. Donc Pierre Lipoglazov, chef de projet EVE à l'ADEME. Moi, mon propos, il va être de vous parler justement, de revenir sur ces enjeux de la décarbonation, mais on a déjà donné des chiffres en introduction. Pour nous, le sujet de cette décarbonation de la filière transport, elle part déjà d'un constat qui a été rappelé en début de Brains Up. Le transport est responsable d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire national. Sur ce tiers, vous le savez, et l'actualité récente nous le rappelle, la moitié concerne les véhicules particuliers. Voilà, donc les véhicules particuliers. Donc notre terrain de jeu, finalement, quand on parle du transport des professionnels, que ce soit marchandises ou voyageurs, c'est en gros 50% du spectre. Et sur ces 50% du spectre, la filière transport logistique va porter sur 18, on est plutôt maintenant, on l'a dit tout à l'heure, 19-20% poids lourds et à peu près l'équivalent en véhicule utilitaire léger. En VUL, on est aussi sur un trend de 20%. Donc, nous, on s'intéresse à ces modes de transport particulièrement. On travaille avec les professionnels, pour les professionnels, à la décarbonation de ce segment. On se place dans une stratégie qui est la stratégie nationale bas carbone, qui est une politique qui est montée au niveau de la France, mais qui rentre en résonance avec la politique évidemment menée par l'Union européenne et la Commission en particulier. Notre objectif national, il est de réduire de 28% les émissions du secteur globalement du transport et de la logistique en 2030, en sachant, et ça a été aussi rappelé, que le secteur est en croissance. Donc, on doit réduire la pression carbone et en même temps sur un secteur qui a un trend de croissance. Donc déjà, on a un challenge à ce niveau-là. Pour réduire d'un tiers globalement les émissions en 2030, pour en rebond aller vers la décarbonation complète de la filière à horizon 2050. Donc des enjeux stratégiques de moyen long terme extrêmement forts. Donc ça, c'est pour juste vous planter le décor, mais les uns et les autres, vous êtes au fait de ces sujets. Pour y arriver, nous, l'ADEME, avec un certain nombre de partenaires qu'on appelle techniquement des porteurs, on a lancé un important programme qui s'appelle EVE, pour engagement volontaire pour l'environnement de la filière transport et logistique, pour mobiliser l'ensemble des acteurs à aller en action concrète vers cette décarbonation. Citons parmi les porteurs l'AUTF, qui est l'association qui représente les chargeurs. Vous avez aussi une association qui représente la CGF, qui représente les grossistes, la distribution de produits.
Les transporteurs routiers, je me limiterai aux marchandises, donc la FNTR et l'OTRE, et les commissionnaires de transport avec l'Union TLF. L'ensemble de ces acteurs professionnels est embarqué dans ce programme. Et ça, c'est intéressant parce que, et c'est aussi en filigrane de ce qui s'est dit précédemment, on peut considérer que sans dialogue concret entre les acteurs du transport et de la logistique, Steven l'a bien démontré, eh ben, on ne peut pas avancer. On est obligé de travailler avec les transporteurs que l'on a en sous-traitance, on est obligé de projeter une vision stratégique commune et on est obligé d'aller vers un dialogue sur ces sujets-là. Alors, pour ce faire, notre programme, eh ben, il va travailler 3 piliers. On a dans Eve 3 dispositifs intéressants. Justement, un premier dispositif historique qui s'appelle Objectif CO2, qui adresse la filière transport routier. Donc là, ça concerne les camions, les transporteurs routiers et la politique de ces transporteurs routiers en plan d'action pour aller vers la décarbonation. S'ajoute à ce premier pilier, le transport routier, les commissionnaires de transport, et là on va s'adresser aux 3 PL, 4 PL, voire 5 PL maintenant, ceux qui ont la vision des flux et qui permettent à l'industriel chargeur et aux transporteurs, font la liaison et mettent en cohérence les flux. Donc les commissionnaires, on parle aux commissionnaires, et enfin, et je l'ai mentionné, par le dispositif FRED 21, et là on s'appuie clairement sur l'AUTF notamment, porter, embarquer dans ce dialogue les chargeurs, les industriels, les chargeurs globalement. Et tous ces 3 piliers, en fait, sont acteurs du programme et surtout échangent. Vous voyez au centre du schéma que je vous projette, une plateforme d'échange de données environnementales entre acteurs. L'idée, c'est par la data, justement, on l'a évoqué, que l'information sur la performance énergétique et carbone soit partagée de manière à aider à une meilleure vision entre acteurs et aider à ce dialogue pour aller vers la décarbonation. Notre programme, il est relativement ambitieux puisque on a signé avec le ministère de la Transition écologique dans le cadre de ce programme, un deal de 3 millions de tonnes de CO2 réduites chaque année par l'ensemble de ces acteurs. 3 millions de tonnes, faut aller chercher des entreprises, faut signer des engagements volontaires, faut les pousser à la labellisation de leur performance pour justement atteindre cet objectif ambitieux, mais pour nous fondamental. Donc Eve, 3 piliers, les chargeurs, les commissionnaires, les transporteurs routiers, une ambition commune, 3 millions de tonnes de CO2 réduites chaque année. Alors, si on zoome un petit peu sur ces acteurs, et là encore, on n'invente rien, on est dans l'action. On va retrouver ce qui a été échangé dans la discussion. Si on regarde le transport routier de marchandises, les actions des transporteurs, elles sont d'abord sur leur consommation. Je réduis ma consommation de carburant, je décarbone. On est vraiment sur cette logique d'optimisation. Et la crise énergétique que nous vivons tous nous montre cette impérieuse nécessité de l'économie de carburant. Ça, c'est important, suivre les consos. Je suis mes consos,
j'ai conscience du problème, j'agis. Ensuite, on a des programmes qui concernent les conducteurs, on en a parlé, l'éco-conduite. L'éco-conduite est importante si, effectivement, elle est suivie par l'exploitation. Parce que former des conducteurs à des bonnes pratiques, c'est très bien, mais l'expérience nous a prouvé que, malheureusement, si on les suit pas derrière, ça fait flop. Très vite, les mauvaises pratiques reviennent. La modernisation du parc, avec tous les questionnements sur quel type d'énergie je vais choisir. J'en prends pour 10 ans avec un nouveau matériel, je vais mettre 3 ans à l'obtenir et d'ici là, la situation aura encore changé. Donc, des enjeux de modernisation de parc, troisième type d'action mise en place, des pneumatiques et l'optimisation des trajets. Ça, c'est pour les transporteurs. Les principales actions qui sont menées par notre panel de transporteurs. Les chargeurs, eux, ils sont principalement focalisés sur le dialogue avec leurs prestataires et notamment le fait que d'inciter leurs transporteurs à rentrer dans nos dispositifs, notamment objectifs CO2. Donc aller chercher aller demander à leurs prestataires de rentrer dans le programme pour agir. Les chargeurs travaillent aussi en partenariat avec leurs transporteurs sur les taux de chargement des véhicules, l'optimisation des chargements. Les chargeurs, et ça a été évoqué, ont poussé au biogaz, au transfert du B7 vers le gaz et le biogaz, avec une logique, c'est vrai, plus transport de courte distance. Le maritime, parce qu'on embarque l'inbound, logistics. Au niveau du chargeur, il y a les flux entrants et il y a l'outbound. Donc l'inbound, il arrive principalement par les flux maritimes et donc on a une logique aussi de questionnement sur des actions qui viseraient à optimiser les flux au niveau de l'inbound logistique sur le maritime. Et enfin, sur le pur terrestre, sur la longue distance, et là je rejoins Steven, c'est l'encouragement à la massification et au transfert modal, principalement rail-route, sur les flux longue distance. Voilà pour l'approche développée par nos chargeurs. Et maintenant, si on regarde les statistiques, on a un objectif de 3 millions de tonnes d'économie CO2 par an. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bon, là, vous avez les chiffres de juillet. En août, on est plutôt sur 855 000 tonnes de CO2 équivalent économisées par an. On a seulement, je dirais seulement, et vous voyez la marge de progrès qu'on a dans notre programme, on a seulement 10% des 35 000 entreprises de transport qui sont dans notre programme, soit à peu près 3 500 transporteurs routiers. C'est beaucoup et c'est peu. Ça nous montre qu'on a une fantastique marche pour aller mobiliser la filière. Et je dois dire qu'on a les principaux, dans ces 10%, on a les entreprises les plus qui par leur taille sont les plus importantes, les acteurs les plus importants. Mais ça représente quand même 172 000 véhicules aujourd'hui et près de 185 000 conducteurs. Voilà, avec des engagements de moyens de 11% de réduction pour ces transporteurs. Voilà donc ce que je voulais vous présenter. Donc en conclusion rapide, pour nous à l'ADEME, optimiser, c'est travailler ses fondamentaux. Ça, c'est important. Optimiser, travailler ses fondamentaux, travailler en percussion et optimiser l'énergie, ça nous permettra d'être plus résilients face aux crises. Ça, c'est le premier point. Travailler, mais travailler forcément en partenariat. C'est un peu notre logique. C'est comme ça qu'on aura l'effet de levier. Enfin, face à l'enjeu justement de la sobriété qui vient sur la table aujourd'hui, on l'a dit également, Arnaud l'a rappelé en introduction, aucune source d'énergie claire se dégage. J'ai déjà développé ce point
dans la question, mais un cocktail d'énergie, de stratégie à avoir pour réussir cette transition. Et ce sera mon mot de la fin pour cette présentation. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Alors, du coup, on a beaucoup de questions. Alors, on ne va pas avoir le temps de répondre à toutes les questions, donc on va essayer d'y répondre après coup par mail. Donc, on a bien noté toutes les questions, pardon, et donc on regardera ça avec les différents intervenants plus tard. Alors, peut-être quelques questions. Alors, tout le monde peut sans doute y répondre, hein. Pourrait-il y avoir une remise en cause du mobility package? Parce que quand on parle de transporteurs, de ressources humaines, etc., voilà, c'est vrai que c'est une question qui peut revenir assez souvent. Je ne sais pas si quelqu'un a une vue là-dessus. Pas facile. Alors, je vais juste donner mon avis. Je pense que c'est difficile de remettre en cause puisque il faut quand même essayer de fidéliser les chauffeurs et de leur apporter un maximum aussi de bien-être dans leur quotidien et d'avoir aussi cette dynamique-là. Je pense que ça répond à une vraie attente de leur part, quoi. Oui, je compléterai le propos de Steven parce que justement, on voit qu'on est en tension. Le secteur est en tension. On cherche des conducteurs. En même temps, il faut arriver à attirer les conducteurs. Et la préoccupation des entreprises et des fédérations de transporteurs aujourd'hui, c'est justement de travailler l'attractivité du métier. Donc on ne peut pas d'un côté essayer de recruter, de pallier ce manque de ressources criant, en même temps en essayant, en tapant sur l'amélioration des conditions de travail. Effectivement. Ça a l'air de plein de bon sens que vous dites tous les deux. Il y avait une autre question. Comment impliquer nos clients GMS dans notre démarche éco-responsable pour réduire notamment la pression sur les flux et permettre une meilleure décarbonation? Vaste sujet. Moi, je répondrai simplement. Oui, Mm. je vais essayer de répondre simplement. Mm. Partager l'information. Déjà, faire prendre conscience aux clients de ce qui est fait et de la portée de ce qui est fait par rapport aux résultats. Partager l'information, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire prendre conscience et à impliquer, à embarquer les clients dans le dialogue. Et nous, que ce soit avec la UTF, les fédérations de transporteurs routiers, on se rend compte de ça, on se rend compte que c'est en dialoguant et en construisant ensemble qu'on arrive à avancer collectivement. En sachant que c'est pas forcément un monde parfait et que derrière tout ça, il y a des contraintes économiques, il y a des pressions sur les prix, il y a un environnement extrêmement compliqué et ça pourrait sembler mettre une couche supplémentaire de complexité. Mais il faut qu'on arrive à sortir d'un pur dialogue uniquement supply, achat, coût, pour arriver à avancer collectivement. Ok, très clair. Une question qui va avec ça. Y a-t-il actuellement des réflexions au niveau des supply chains concernant la pertinence des exigences de services comme le just-in-time, OTIF versus décarbonation? Là, je peux peut-être répondre avec ma casquette France Supply Chain. Oui, il y a des réflexions. On commence à parler de slow supply chain, parce qu'effectivement, tout vouloir livrer en un quart d'heure en centre-ville, ça peut avoir des impacts carbone assez élevés. Mais il y a sans doute besoin d'un changement de mentalité au niveau du consommateur final. On peut peut-être passer sur les sondages. Donc, première question de sondage, c'était, pardon, je vais retrouver les sondages. Voilà, quel est votre objectif réalisable de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2030 pour voir si on est un peu raccord entre l'ADEME et puis le programme EVE et puis les personnes qui sont avec nous. On a entre 10 et 30%, donc ça c'est 47% des réponses, les réductions objectifs c'est entre 10 et 30% de réduction. Entre 30 et 50% d'objectifs de réduction, donc là on est à 33%,
Et on a carrément plus de 50% à horizon 2030 de réduction pour 20%, donc 3 personnes. Voilà, donc on voit que c'est quand même assez ambitieux et que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc la question de sondage qui allait avec, quelle est l'action numéro 1 que vous avez mis en place pour réduire votre impact carbone? On a l'optimisation des trajets, donc 50%, aucune, 38%. Donc là, du coup, ça va être compliqué pour les objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Modernisation du parc, 13%. Et le reste est à 0. Alors, on a moins de réponses, par contre, sur ce sondage que sur les autres, donc c'est pas forcément si représentatif, si ce n'est que le aucune me surprend un peu, je vous avoue. Voilà. On a encore un petit peu... Oui, pardon. Ouais, est-ce que je peux réagir à chaud Avec sur grand ce plaisir, au premier contraire, ouais, sondage? bien sûr. La question sur la réponse à ce sondage, c'est en fait qui répond. Si vous êtes un chargeur, effectivement, vous allez être plus dans le public, vous êtes plus sur l'optimisation des trajets. Par contre, si éventuellement la modernisation du parc met en dialogue avec votre prestataire, si vous êtes un transporteur, effectivement, vous êtes plus sur des actions très terrain. On l'a vu sur aucune. Je trouve que c'est une belle opportunité. Je vous encourage, si vous êtes un chargeur, à aller contacter l'équipe de Fred 21 à l'AETF. Si vous êtes un transporteur, allez plus vers objectif CO2. C'est le moment d'agir. Justement, on vous donnera des clés pour agir. Souvent, les gens disent on n'a pas d'action aujourd'hui parce qu'on ne sait pas quoi mettre en place. Et nous, on accompagne justement et on conseille, dans le cadre de notre programme, les acteurs à mettre en place leurs solutions, à agir. Donc là, je vous encourage à aller contacter, suivant votre profil, des acteurs de notre programme R. Peut-être sur ce même thème, pour la question, c'est est-ce que d'un point de vue prix de transport, alors c'est peut-être une question pour Thomas d'ailleurs. Est-ce que aujourd'hui chez Apply, vous regardez l'évolution du prix du transport, est-ce qu'on pourrait imaginer une différenciation où il n'y aurait pas eu plus que le prix du transport, mais également le prix et puis l'impact CO2 du transport? Ouais, tout à fait. Alors c'est deux points que je voulais apporter un peu à ce sondage et ces questions. Nous, on voit deux choses en discutant avec nos clients. Et une première chose que l'on fait, un outil qu'on a en interne, où on peut faire un benchmark des prix du transport, mais également voir pour un transport donné les émissions de CO2, de soufre et autres qui sont émis. En fait, on se rend compte de plus en plus de chargeurs font une comparaison, un benchmark entre le prix du transport, le type de transport, est-ce que c'est de l'aérien, du routier, transport en rail, en multimodal, le transit time, le coût et donc les émissions de CO2. Et en fait, c'est un triple arbitrage où on va essayer d'avoir la marchandise le plus rapidement possible, mais il y a le coût qui rentre en compte et le côté environnemental est de plus en plus présent également. Et on le voit dans un deuxième aspect, c'est de plus en plus au sein des appels d'offres, et nous on le voit d'un point de vue spot également, de vente de spot, où les chargeurs souhaiteraient avoir des cotations, donc des propositions de prix de la part des transporteurs. Pour un même transport, bah voilà, là je suis avec un camion qui est en euro 5 ou en euro 6 ou qui a une motorisation avec du gaz, du biogaz ou autre chose, et ils sont prêts à avoir des prix différents et potentiellement sur certains transports partir sur du biogaz si c'est possible, partir sur différentes motorisations tout simplement. Et donc ces outils, ce côté digital, permet justement de faire des prix qui sont différenciés, calculés plus rapidement, permettre de se comparer. Et je pense que le digital a beaucoup à apporter là-dessus pour apporter de l'information. Et là, je rebondis sur ce qu'on disait. C'est toujours pareil. C'est une fois qu'on a l'information, qu'elle est facilement accessible, on peut prendre des décisions qui sont beaucoup plus pertinentes et on peut faire le choix de payer peut-être un peu plus cher pour des objectifs environnementaux. Okay. Merci beaucoup Thomas. Peut-être une dernière question parce que en complément de ça, parce qu'on est au bout du brain-up, pour Pierre, par rapport à ce que vous avez dit juste avant Thomas et puis ce que vient de dire Thomas, vous parliez de se rapprocher de l'ADEME ou des associations pour voir comment on peut progresser sur ces sujets. Quel serait pour vous, est-ce que vous avez quelques chiffres, quelques conseils à nous apporter sur l'apport de la digitalisation dans la décarbonation
vers qui se tourner? Qu'est-ce qu'on peut espérer au travers de ça? Alors, oui, encore une fois, tout ce qu'on dit a une certaine cohérence. Donc, je vais prolonger la réflexion vient de vous être partagée. En fait, la digitalisation, nous on le voit à travers notre programme et les actions qui sont menées sur ce champ. C'est un outil qui, à la maille de l'entreprise, sert l'optimisation de l'organisation logistique. Optimiser sa logistique, c'est massifier, c'est réduire ses coûts et sa dépense d'énergie, forcément. Et la digitalisation est l'outil qui peut permettre effectivement cela. Et si on massifie et qu'on optimise dans le même temps, on réduit ses coûts, sa dépense d'énergie et du coup on décarbone. En fait, les outils digitaux aujourd'hui, tels qu'ils existent, nous offrent de formidables capacités de gain. Et c'est comme ça qu'il faut les voir. Nous, à l'ADEME, on peut pas vous dire allez sur telle ou telle solution. On peut juste vous encourager dans votre réflexion à aller vers la digitalisation. C'est très clair. Bah, ça me paraît une très belle conclusion pour ce Brain Up. Donc, on va vous envoyer les résultats des sondages par mail, ainsi que les réponses auxquelles on n'a pas eu le temps de réponse. Je voulais remercier Thomas, Steven et Pierre. Merci beaucoup pour vos interventions. C'était vraiment extrêmement intéressant. Beaucoup de réactions de la part de tout le monde. Donc, merci également à tous ceux qui nous ont suivis. Je crois qu'on était pas loin de 100 à un moment. Je voulais remercier également Sensitive Agency qui nous accompagne sur tous les Brain Up depuis le début. Et puis, toute l'équipe d'Ici Brain qui est derrière ces Brain Up et tout ce contenu également. On revient le 24 novembre sur le sujet RH pénurie de main-d'œuvre. Je pense qu'on va aussi avoir pas mal de monde et des très beaux intervenants. Vous communiquerez ça. Et puis, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn et vous abonner à nos différentes newsletters. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée.